Les nouvelles d'aujourd'hui concernent le Nigeria. Le Nigeria, vous demandez-vous? Pourquoi? Et qu'est-ce qui pourrait bien se passer d'important au Nigeria? Il s'avère qu'il peut s'y passer énormément de choses. Nous parlerons aussi de la partialité des médias de masse, qui ne diront pas un mot si ce mot peut profiter à Trump. Cela suscite bien sûr des inquiétudes pour l'avenir de notre société, mais malgré leur résistance, nous, mesdames et messieurs, nous l'emporterons. Et je vais vous le prouver. J'ai des preuves. Oui, j'en ai. Restez avec nous et vous en apprendrez beaucoup. Les États-Unis ont arrêté 2 autres personnes particulièrement dangereuses et importantes, et une autre a été éliminée avec tout son entourage. 3 nuits, 3 noms, 3 menaces disparues. Et aucun de ces événements n'a été pleinement expliqué par la presse. Elle n'en a même pas vraiment parlé, juste évoqué en quelques lignes, non? 3 événements en 3 jours sur 3 continents. Un homme qui préparait un attentat dans une synagogue à New York est actuellement en prison à Manhattan. Le deuxième, le chef d'un gang terroriste vénézuélien, comparaît devant un juge à Houston. Et le troisième, le numéro 2 de toute la structure mondiale de Daesh, n'ira plus jamais nulle part. Et vers la fin, nous parlerons aussi de ce que nous savons tous. Nous attendons les procès et les punitions pour ceux qui ont tenté de renverser le président élu du pays, Donald J. Trump. Et ils ont provoqué près de 4 ans de cauchemars à l'intérieur des États-Unis. Ils ont divisé le pays en 2 parties et ont tout fait pour nous empêcher de bien vivre. Mais ça, c'est pour la fin. Maintenant, passons à l'essentiel. Le même commandement américain qui, en ces 3 jours, a fait ce qui n'avait pas été fait, disons, depuis 10 ans. Oui, il a été décidé de l'abolir dans quelques semaines, sans faire de bruit. Mohamed al-Saadi, irakienne, agent d'un proxy iranien, Kataib Hezbollah. Kataib Hezbollah, il a coordonné 20 attaques en Europe et au Canada, et aux États-Unis, il préparait une attaque contre une synagogue à New York et contre des sites juifs à Los Angeles et à Scottsdale. Les services de renseignement turcs l'ont arrêté sur indication américaine. Le FBI l'a transféré à l'aéroport Stewart Manhattan, tribunal fédéral, 6 chefs d'accusation. José Enrique Martínez Flores, surnommé Chucky, vénézuélien, membre du cercle rapproché de Tren de Aragua. Sous son contrôle, trafic de drogue, racket, assassinat commandité, cocaïne dans les écoles de l'Ohio et de la Pennsylvanie, Colombie, extradition à Houston, premier membre du groupe remis aux autorités américaines pour des accusations de terrorisme. Abu Bilal al-Minouki, nigérian, ancien commandant de Boko Haram depuis 2015, a été expulsé. En 2015, est devenu le numéro 2 de toute la structure mondiale. Planification d'attaques, prise d'otages, finances, développement de drones, frappe conjointe des forces américaines et nigérianes dans la région du lac Tchad, quand frappe fin. Les 3 opérations sont passées par un seul commandement, l'AFRICOM, le commandement africain, enfin le commandement des États-Unis, le commandement des États-Unis pour l'Afrique. Je ne sais pas comment le dire plus précisément, l'état-major là où ils sont, à Stuttgart, est le général Michael Langley, 17 ans de service. C'est justement lui qu'on prépare actuellement au Pentagone pour le démantèlement, pour la dissolution, pas lui personnellement, mais disons cet AFRICOM-là. Et maintenant, le prochain tournant, et il est encore plus important que le premier. Le commandement qui a signé l'ordre contre al-Saadi mercredi a coordonné l'extradition de Chucky vendredi et a mené la frappe samedi. Au fait, ce commandement, Exet et le cercle de Trump ont décidé de l'intégrer dans une structure plus grande, de le supprimer en tant qu'unité indépendante. Les documents du Pentagone sont prêts, il suffit de les signer. Une question. 3 frappes contre les personnes les plus dangereuses de la planète en 3 jours, est-ce une simple coïncidence? Eh bien non, bien sûr. Regardons la carte avec, disons, une frise chronologique pour rassembler tout cela. Je dirais ceci, il y a quelque chose qui relie ces 3 personnes. À première vue, ce sont 3 mondes différents, les proxys iraniens, un gang vénézuélien, l'État islamique en Afrique, des continents différents, des motivations différentes, des idéologies différentes. Mais regardons de plus près. Les 3 sont des représentants d'organisations que les États-Unis d'Amérique n'ont officiellement classées comme organisations terroristes étrangères qu'au cours des 2 dernières années. Kataeb Hezbollah figure sur la liste depuis longtemps, mais c'est précisément en 2025 que son activité en Europe et en Amérique est devenue une nouvelle priorité. Tren de Aragua
Trendaragua a été ajouté à la liste des organisations terroristes étrangères au début de 2025. L'État islamique en Afrique de l'Ouest y figure depuis longtemps, mais c'est précisément cette année que les Américains s'y sont intéressés, en raison des chrétiens nigérians et de la bande sahélienne. En une semaine, 3 frappes ciblées ont visé les dirigeants de ces organisations. Il ne s'agit pas de 3 opérations distinctes, mais de 3 points d'une même courbe. Quelqu'un ou quelque chose a tracé une ligne entre Téhéran, Caracas et Lagos et a dit « Nous frapperons ici, ici et ici ». Dans une seule fenêtre. Une telle fenêtre porte un nom, dans la terminologie militaire on l'appelle la simultanéité, un signal envoyé à tous les adversaires potentiels en même temps. Nous pouvons agir partout, au même moment. Nous n'avons pas de répit géographique. Ce n'est donc pas une attaque contre une cible précise, mais contre l'idée qu'on peut se cacher des États-Unis. La vraie question reste, pourquoi maintenant ? Revenons à l'Afrique. Jusqu'en 2008, 3 équipes du Pentagone s'occupaient de l'Afrique. L'équipe européenne, l'équipe centrale et l'équipe du Pacifique. Ils ont divisé le continent en traçant une ligne droite, sans que personne ne soit totalement responsable. Cela s'est particulièrement vu en Somalie en 1993, vous vous souvenez. Lorsque des Américains sont tombés à Mogadiscio sans soutien, Black Hawk Down, il y a même eu un film à ce sujet. C'est aussi lié à l'absence d'un commandement unifié sur l'Afrique. En 2007, Bush fils a pris la décision, et en 2008, le commandement était devenu indépendant. L'état-major a été installé à Stuttgart. Pendant 17 ans, l'Africom a discrètement bâti ce qu'on ne fait pas en un an. Liens avec les états-majors africains, formation des officiers. Il y a 28 armées là-bas, n'est-ce pas ? Une base de drones au Nigeria, à Djibouti, un réseau de renseignement qu'il est impossible de mettre en place sans l'Africom. Et maintenant, le plan du Pentagone sous le ministre Hegseth, l'Africom fusionne avec le CENTCOM et l'EUCOM, c'est-à-dire dans un nouveau commandement international unifié. L'Afrique redevient à nouveau une partie du Grand Commandement, comme avant 2008. Parallèlement, le Northcom et le Southcom fusionnent pour former l'Americom, c'est-à-dire encore 2. Donc 2 commandements en un dans la doctrine Monroe II, ou bien Donroe, que nous appelons la concentration sur l'hémisphère occidental. Voilà, tout est lié à cela et je vais maintenant tirer ce fil. Ça ressemble à une réforme bureaucratique, et c'est ainsi que cela est officiellement présenté. Réduction du nombre d'états-majors, diminution du nombre de généraux, transfert des ressources là où se trouve la principale menace, vers le front intérieur américain, et ainsi de suite. Mais regardez ce qui s'est passé la semaine dernière. Le commandement auquel Washington est en train de rendre son verdict a mené la frappe la plus retentissante de son histoire, avec une vidéo publiée par Africom lui-même le 17 juillet, avec une double déclaration de Donald Trump et de Tinubu, et un écho mondial dans 40 langues. Est-ce que c'est un dernier tour de piste avant de quitter la scène, un tour d'adieu ? Ou bien est-ce un message adressé à quelqu'un, ou peut-être au contraire, une première opération de communication coordonnée pour justifier la liquidation ? Nous avons accompli l'essentiel, maintenant on peut nous démanteler. Il y a quelque chose de ce genre ici, n'est-ce pas ? Je n'essaie pas de deviner pour l'instant. Je dis simplement que, il y a quelque chose comme ça, ce n'est pas pour rien qu'on a ce sentiment, n'est-ce pas ? Et pour comprendre pourquoi il y a un jeu aussi intéressant autour de l'Africom en ce moment, il faut regarder les cartes. Le Sahel donc, c'est une bande de terre semi-désertique au sud du Sahara. Le Mali, là-bas le Burkina Faso, le Niger, le nord du Nigeria, le Tchad-Soudan. Au cours des 3 dernières années, il y a eu des coups d'État militaires dans 3 de ces pays. Les Français sont partis, les Américains, en général, ont réduit leur présence. Qui a afflué dans la place laissée vacante ? La Russie. Concrètement, ce qui était le groupe Wagner, et qui est ça maintenant renommé en Africa Corps, a été officiellement rattaché au ministère russe de la Défense. Les Russes au Sahel, ce ne sont pas que des mercenaires armés, mais aussi des sociétés d'extraction d'or, la fourniture d'armes, des contrats de protection pour les présidents et les juntes, toutes argentées et donc à protéger. Le contrôle de l'image médiatique dans les capitales contraste avec la liberté des groupes djihadistes dans les déserts, car les juntes combattent les Français et l'opposition pro-américaine, mais pas les terroristes. Ils ne s'affrontent pas entre eux. Edesh, le Grand Sahara, c'est le nom. Edesh, le Grand Sahara. Jamaat Nasrat al-Islam, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'est pas un nom présent là-bas. Mais c'est aujourd'hui un des groupes de combattants à la croissance la plus rapide au monde, plus que la Syrie ou l'Irak.
Le Sahel, c'est documenté, c'est dans chaque article de presse, c'est dans chaque rapport de la DGSE française, et au même moment, les États-Unis réduisent leur commandement militaire sur ce continent. Waouh! Qui gagne? Eh bien, faites le calcul vous-même. La Russie sans la pression américaine au Mali et au Nigeria, la Chine sans la pression américaine à Djibouti, en Angola, en Zambie, où elle construit des ports et des mines de cuivre. Et un groupe djihadiste sans instructeurs américains et sans l'armée nigériane, sans drones américains au-dessus du lac Tchad, sans mandat américain contre des chefs comme Al-Minouki. N'est-ce pas? Voilà ce que signifie la suppression de l'Africom sur le terrain. Sur le papier, c'est une réorganisation, sur la carte, un retrait. La frappe sur Al-Minouki, c'est peut-être la dernière fois qu'un drone américain atteint un chef djihadiste au Sahel. Au Sahel. Pour les 5 prochaines années, nous ne savons pas ce qui va se passer ensuite. Personne n'en parle à voix haute, mais les chiffres, les réformes parlent d'eux-mêmes. Ne pensez-vous pas que le concept ou la doctrine de Monroe a commencé à être mise en œuvre? Ne pensez-vous pas que Yalta II a eu lieu lors de la rencontre entre Trump et Xi et qu'il y a eu un échange où l'Afrique a été donnée à la Chine? Mais avant de partir, nous avons fait quelque chose que nous ne pouvions pas ne pas faire. Eh bien, les résultats de notre travail. N'est-ce pas? Oui, nous ne voulions pas laisser ces salauds en vie. Je ne sais pas ce que nous avons reçu de la Chine, mais nous avons obtenu quelque chose là-bas. Encore une ligne que presque personne ne relit. En 2025, Donald Trump a menacé le Nigeria de sanctions pour son inaction face au meurtre de chrétiens. Ce n'est pas une menace en l'air. Dans le nord du Nigeria, au cours des 10 dernières années, je pense qu'il y a eu plus de chrétiens tués que dans n'importe quel autre pays du monde. Boko Haram. Daesh, voilà l'Afrique de l'Ouest, les Peuls, les combattants. Oh, ça commence à aboyer chez moi, oui. Donc ce sont toujours les mêmes villages qui sont attaqués, on brûle les églises, on enlève les écolières. Là-bas, Chibok, Léa, Dapchi, ces noms auraient dû devenir aussi connus que Beslan et Toulouse. Ils ne le sont pas devenus. Et donc en 2026, le président du Nigeria, Tinubu, un musulman, soit dit en passant. Il s'avère qu'il subit une double pression. D'un côté, Trump dit « Les gars, débrouillez-vous, sinon nous imposons des sanctions ». D'un autre côté, ses propres généraux veulent montrer à quel point ils sont, des héros musulmans. Une frappe sur l'albinuc règle les deux problèmes d'un coup. Tinubu se présente devant les caméras et dit « Une coopération internationale efficace ». Trump se présente devant les caméras et dit « Le terroriste le plus actif du monde a été éliminé ». Selon le communiqué officiel, une mission irréprochable, accomplie, extrêmement complexe, le camp Oudar et, avec lui, plusieurs de ses lieutenants. 2 de ces 3-là seront jugés. Les 3 dont je viens de parler, selon les lois américaines, avec toutes les garanties, avec des avocats, des procureurs, des jurés. Ils feront face à la loi du pays où ils voulaient semer la mort. Le 3e ne sera jugé par personne, sauf par Dieu, bien sûr. Imaginez sa surprise quand il découvrira que c'est le Dieu juif. Et qu'au lieu de 70, il devra apprendre la Torah, assis les fesses nues sur une poêle brûlante pour 79 millions d'années. Comment cela va-t-il nous influencer? Certains événements n'auront simplement pas lieu. Donc demain, vous pourrez dire qu'il n'y a pas eu d'explosion. Pas d'explosion dans une synagogue de Manhattan, pas de rafale de mitraillettes près du centre communautaire à Scottsdale, pas de nouvelle cargaison de cocaïne dans les écoles de l'Ohio et de la Pennsylvanie, pas un autre village incendié à Bornou. Ces événements n'auront pas lieu, et ils ont été rayés du fil du futur 1 heure avant qu'ils ne soient censés s'y inscrire. Nous pouvons répéter des centaines de fois qui est un terroriste, qui lutte pour l'indépendance, et peut-être encore des milliers de fois rappeler que des innocents meurent aussi à cause des bombes. Mais je sais une chose, il y a une énorme différence entre ceux qui détruisent des cibles militaires et, malgré leur volonté, causent donc la mort de civils, et ceux qui planifient délibérément de tuer le plus grand nombre possible de civils. Du pays qu'ils détestent. D'ailleurs, dans la plupart des cas, cette haine a été implantée dans leur esprit par ceux qui, poursuivant leurs propres objectifs, n'ont rien à voir avec ce que pense celui qu'ils ont monté, qu'ils ont rempli de haine, qu'ils ont rendu fou, et qui, dans cette folie, meurt pour laisser la place à son jeune frère, bien sûr, qui sera à son tour rempli de haine, à qui on donnera des armes et qu'on enverra tuer. N'importe qui.
Quiconque gêne ces gens, ou quoi que ce soit d'autre, ou d'autres personnes, ceux qui veulent envoyer des centaines et des milliers de personnes à la mort pour leur propre intérêt. Avant de passer au sujet suivant, je souhaite évoquer la prochaine étape de notre projet, la feuille de route vers la liberté. Nous avons commencé à travailler sur les scénarios des vidéos interactives que nous allons probablement réaliser, très probablement, sous forme d'animation, où, en posant des questions et en obtenant des réponses, les participants commenceront à mieux comprendre comment fonctionnent ces idées étonnantes que leur proposent les politiciens. Comme prendre aux riches et donner aux pauvres, et ainsi de suite. Par exemple, la première leçon que nous créons actuellement portera sur l'encadrement des loyers. D'abord, nous vous présenterons le problème tel qu'il est vu par la gauche, puis nous proposerons la solution au problème qui est actuellement proposé à New York et dans d'autres villes des États-Unis, à savoir interdire aux propriétaires immobiliers de demander le prix dicté par le marché et limiter leur droit d'augmenter le prix. Et maintenant, le participant verra ce qui se passe, 2, 5 et 10 ans après l'introduction des restrictions sur les loyers et comment la vie s'est améliorée ou détériorée pour ceux qui se réjouissaient de la limitation de leur loyer. Tout cela sera interactif, vivant, j'espère amusant et, je l'espère, très clair et instructif. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout cela ? En fait, nous devons créer un produit final, à savoir une vidéo avec de l'animation, au moins pour une leçon, et de préférence pour 2 ou 3 leçons. Nous allons le faire en russe, puis nous pourrons soit le traduire en anglais, soit le refaire avec des textes en anglais, pour ainsi dire, mais d'abord il faut le faire dans une seule langue. C'est là que nous avons besoin de votre aide. Nous ne disposons pas de moyens suffisants pour payer un collectif d'animateurs pour ce travail, mais nous pourrons couvrir certaines petites dépenses. Et, après avoir réalisé cette vidéo d'essai, nous pourrons aller, en tant que collectif, en tant que partenaire, vers des utilisateurs potentiels et leur proposer la création d'une série de telles leçons. De mon point de vue, ce sera un excellent outil de lavage de cerveau pour notre jeunesse. Je suis la jeunesse. Je n'ai pas encore décidé si l'orientation doit être vers les enfants, les adolescents ou sans restriction d'âge, mais cela sera décidé ensemble par nous tous. Voilà donc pourquoi je vous raconte tout cela. Si vous en avez besoin, il faut des compétences professionnelles et de l'expérience de travail, de la transformation, moi. La transformation, comme on dit, de texte en animation. La transformation de texte en programme interactif, pour ainsi dire. Alors faites-le savoir à l'adresse email indiquée ci-dessous et joignez des exemples de ce que vous avez réalisé. J'espère qu'ensemble nous ferons quelque chose qui commencera à changer la conscience de notre jeunesse. Bon, revenons maintenant à nos affaires et problèmes du jour. Les tribunaux. 5 ans, les tribunaux. C'est le délai après lequel la loi fédérale oublie presque n'importe quel crime. Le délai de prescription est de 5 ans et la personne qui a menti au Congrès s'en est ressortie. 5 ans, et celui qui a fabriqué de fausses évaluations du renseignement pour diffamer le président a remis les compteurs à zéro. Brennan et Kobe, deux noms que tout le monde connaît. Les preuves de mensonges au Congrès existent. Les aveux des enquêteurs eux-mêmes existent. Les documents ont été déclassifiés, les rapports publiés, mais il n'y a aucune condamnation pénale. Pourquoi en est-on arrivé là ? Et surtout, pourquoi tout pourrait-il basculer précisément maintenant ? Commençons par ce qui s'est passé juste après 2017. Brennan et Kobe ont témoigné devant le Congrès au sujet du dossier Steele, de la manière dont il a été intégré à l'évaluation du renseignement et du fait que le FBI connaissait les sources de ce dossier. D'après les documents récemment déclassifiés, ces témoignages ne correspondent pas à ce que ces personnes savaient réellement. Ceci est consigné dans le rapport Durham, dans le rapport Horowitz, ainsi que dans les documents déclassifiés par Tulsi Gabbard en juillet 2020. Que s'est-il passé ensuite ? Rien, du tout. Parce que de 2017 à 2023 Durham, le procureur spécial nommé par Bill Barr était en fonction. Seules 2 condamnations mineures et une affaire contre les hauts responsables ont eu lieu. Durham a traîné prudemment, a tout coordonné, et au final les hauts responsables sont restés intouchés. De 2021 à 2025, l'administration Biden n'avait aucune intention de poursuivre les siens. Le FBI sous Wray n'a pas ouvert d'enquête. Le DOJ, c'est-à-dire le ministère de la Justice sous Garland, regardait ailleurs. Et l'horloge des 5 ans continuait de tourner sans s'arrêter. 5 ans de témoignages reportés de 2017. 2017, c'est 2022, c'est expiré. De 2018 à 2023, c'est expiré. De 2019 à 2024, c'est expiré. La période standard est passée pendant que l'administration Biden prétendait mener des recherches et des enquêtes. Et voilà.
En janvier 2025, une nouvelle équipe est arrivée et a découvert que la plupart des accusations étaient déjà légalement mortes. Mais pas toutes. Dans le droit pénal américain, il existe 2 failles que les procureurs républicains essaient actuellement d'exploiter. La première s'appelle la doctrine de la conspiration continue. S'il est possible de prouver que le crime n'est pas un acte isolé, mais un complot continu, une entente, n'est-ce pas ? Alors, le délai de prescription A ne commence pas à partir du premier acte, mais à partir du dernier. Chaque nouvelle dissimulation, chaque fausse déclaration concertée est un nouvel acte qui relance ce compte à rebours. Et si Brennan, Comey, Clapper et d'autres continuaient à répéter le même mensonge dans des livres, des podcasts, des témoignages devant le Congrès, cela peut juridiquement être considéré comme la continuation du même complot. Et la deuxième faille, c'est le article 1001 du titre 18 du Code des États-Unis, fausse déclaration. Ce n'est pas du parjure, car aucun serment n'est requis. Chaque fois que vous mentez à un enquêteur fédéral ou au Congrès, c'est un crime distinct, avec son propre délai de prescription de 5 ans. Et voici la date clé, la date vraiment importante, le 11 mai 2023. Brennan témoigne devant la commission de la réforme judiciaire de la Chambre. Les républicains affirment qu'il a délibérément menti. Si cela peut être consigné dans un acte d'accusation, le délai de 5 ans court jusqu'au 11 mai de quelle année ? 2028. La fenêtre est étroite, mais elle existe. Et tout ce que construit actuellement le ministère de la Justice, c'est une structure autour de cette seule date, le 11 mai 2023, le dernier sursaut qui peut relancer toute l'affaire. En août 2025, la procureure générale Pam Bondi a créé la Task Force Russiagate. Un grand jury a été réuni dans le sud de la Floride, délibérément en dehors de Washington, où le climat culturel est plus favorable à l'accusation. Eh bien, parce qu'à Washington, 90% des gens votent de toute façon contre Trump pour les démocrates, même s'ils sont jurés ou peu importe qui ils sont. Oui, ils sont censés défendre les droits, mais ils s'en fichent complètement de cette affaire. Brennan a donc obtenu le statut juridique de cible, c'est-à-dire une personne visée. Cela signifie que le parquet le considère comme un accusé et non comme un témoin. En gros, plus de 150 convocations ont été émises. On interroge d'anciens employés subalternes de la CIA, ceux qui ont travaillé sur l'évaluation du renseignement de janvier 2017. Le but est de recueillir des témoignages selon lesquels Brennan savait que l'évaluation ne correspondait pas aux données, mais l'a quand même approuvé sciemment. Ce sont les briques de cette ossature de l'affaire de complot. Parallèlement, il y a le drame autour de Comey. En septembre 1925, il a été inculpé 5 jours avant l'expiration du délai de prescription pour ses témoignages de 1920. L'affaire s'est effondrée, c'est-à-dire à cause d'une erreur de procédure dans la nomination du procureur spécial. Le DOJ, soit le ministère de la Justice, a fait appel. En janvier 1926, une nouvelle inculpation a été prononcée contre Comey, cette fois en Caroline du Nord. Et le plus important, au début du mois de mai 1926, le ministère de la Justice a retiré de l'affaire Brennan le procureur de carrière Mendes Long, qui avait apporté à la direction une évaluation sceptique. À sa place, ils ont remis Joe DiGenova, un vétéran de Washington, politiquement proche de l'administration. Il avait déjà travaillé sous Ronald Reagan, il avait commencé jeune. Jeune. Il avait déjà été nommé une fois procureur de Washington. Le message est sans clair. Les doutes des professionnels sont écartés. L'affaire avance. Mais le problème est sérieux, pour que vous compreniez et que vous ne disiez pas « Ah, donc personne n'ira en prison, n'est-ce pas ?» Premièrement, le témoignage de Brennan en mai 2023 n'a pas été fait sous serment. Cela élimine l'article sur le parjure, ne laissant que l'article sur les fausses déclarations, pour lequel il est plus difficile de prouver l'intention. Deuxièmement, les procureurs de carrière travaillant donc au ministère de la Justice résistent. 2 d'entre eux ont démissionné ces derniers mois. Le Washington Post a écrit le 9 mai qu'un mécontentement grandit en interne. Ce ne sont pas des frictions bureaucratiques, c'est le signal que l'affaire pourrait reposer sur des bases juridiques fragiles. Troisièmement, les juges sont imprévisibles. Même les conservateurs n'aiment pas les actes d'accusation à connotation politique avec des failles procédurales. Quatrièmement, le temps. Chaque mois sans acte d'accusation rapproche de 2028, après quoi même ce lien avec 1923 disparaîtra. Qu'est-ce qui peut vraiment se passer ? Le scénario le plus probable, d'ici la fin de 1926. Brennan reçoit un acte d'accusation. DiGenova conclura l'interview avec l'ancien patron de la CIA,
Le grand jury du sud de la Floride rendra un acte d'accusation selon l'article 1.0, comme je vous l'ai dit, de fausses déclarations au Congrès, plus peut-être un complot visant à tromper les États-Unis d'Amérique. Ensuite, il y aura le procès. Si le juge accepte cette base, cela permettra de révéler tout ce qui s'est passé depuis 2016. Si cela est rejeté, il ne restera qu'une affaire étroite concernant le faux témoignage du 23. Dans les deux cas, Brennan sera le premier du cercle d'Obama à comparaître sur le banc des accusés, en parallèle avec Comey. Si l'une de ces affaires survit, c'est un terme juridique, oui, cela suffit. Pourquoi ? Parce qu'un fil va commencer à se dérouler. Après Brennan, ce sera Clapper, puis McCabe, puis le cercle plus petit. Pas tout de suite. Mais un seul. Un acte d'accusation, comme on l'appelle. Ça ouvre les vannes. En Amérique, la loi avance très lentement. L'horloge tourne, les bureaucrates se réfugiant dans la procédure, les procureurs perdent leur sang-froid. C'est justement cette lenteur qui fait sa force. La loi ne se précipite pas pour condamner un innocent, et la loi n'abandonne pas face à un coupable, même 10 ans après le crime. Brennan et Comey pensaient que le mur de 5 ans les protégerait. Ils ont sous-estimé une chose. La tradition juridique américaine sait comment contourner les murs quand il s'agit d'une véritable collusion. Vous pouvez parler de complot. Oui, elle le sait, car elle a été conçue par des personnes ayant vu comment les complots contournent la loi. Et ils ont laissé des outils pour des cas comme celui-ci. Ceux qui ont construit des mensonges pour calomnier le président seront jugés. Selon nos lois, dans nos salles d'audience, avec des avocats de la défense et des jurés. Pas rapidement. Ce n'est pas facile, et pourtant, ils le seront. Et c'est ça l'essentiel. Et d'ailleurs, peut-être qu'ils seront jugés dans la même salle, ou alors dans les salles voisines, avec des criminels qui viennent tout juste d'être ramenés de l'étranger et à qui on a donné le droit de se défendre selon toutes les lois d'un pays libre. Des lois contre lesquelles ils ont essayé de lutter. Oui, simplement lutter. Tuer et faire exploser. C'est tout. À la prochaine.